Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteure Ingrid Rowen, qui publie son premier roman Ésudem aux éditions Corde de Lune, ainsi que L'héritage de Méduse, un préquel de son roman Ésudem. Bonsoir Ingrid et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir Jessie, eh bien écoute, c'est un honneur et une joie d'être ici ce soir avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Et je suis en train de me dire, je suis ravie d'être là, même si je n'aime pas le cappuccino. Donc pour moi, ce sera plutôt un chocolat chaud ou un thé. Ah bah, comme tu veux. Une boisson chaude, ça va tout autant, t'inquiète pas. Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Du coup, est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation et que tu puisses nous dire qui tu es ? S'il te plaît. Oui. Alors moi j'ai 31 ans, mon nom de plume c'est Ingrid Rowen, mais il faut savoir que mon vrai prénom c'est Ingrid. Rowen par contre c'est un nom de plume que j'ai inventé, qui commence par la même première lettre par contre que mon vrai nom de famille. Je vis à Bordeaux en Gironde et je suis dans la vie juriste spécialisée en droit de l'urbanisme. D'accord, tout un programme dites donc. Oui. Et du coup, comment tu en es venue de l'urbanisme à l'écriture ? C'est quoi ton parcours ? Alors, l'écriture, ça remonte à quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans et demi, alors que j'apprenais à peine à former mes mots par syllabes, etc. J'ai écrit ma toute première histoire, que mon papa avait ensuite recopiée. Et tu sais, dans les feuilles A4 qu'on pliait en deux, il avait fait des trous tout reliés par une ficelle. Ah, c'est cool, ça faisait ton premier livre en fait, c'était en vrai. Mon premier livre, exactement. Et alors bon, il y avait plein de fautes d'orthographe, c'était plus des onomatopées, pardon. C'était un voyage au centre de la Terre, une expédition scientifique avec des plantes carnivores géantes, des dinosaures. Voilà, ça c'est mon tout premier roman. Effectivement. C'est passionnant, dites donc. Ben oui, ça a commencé tôt chez moi, j'avoue. Mais par contre, après, j'ai comme une relation amoureuse, c'est très irrégulier par la suite. C'est-à-dire que c'est pas linéaire du tout, ni croissant, ni décroissant. C'est que j'ai eu des périodes, des fois, j'écrivais pendant 6 mois de façon intensive, après plus rien pendant 3 ans. Et j'ai fait ça pendant des années jusqu'à écrire et terminer Ésudem. D'accord. Et du coup, comment tu cherchais tes inspirations ? Parce que passer du dinosaure à la mythologie, il y a tout un chapitre à passer. Tout à fait. Je crois que mon tout premier contact avec la mythologie, notamment la mythologie grecque, je pense que tu l'as déjà vu peut-être, c'est le Disney Hercule. Oui. Le dessin animé Hercule et avec Hadès, Zeus, etc. Mais sinon, au niveau des inspirations, je ne le contrôle pas, mais c'est vrai que je suis quand même une grande lectrice à la base. Ça a commencé très tôt, c'était plutôt les chairs de poule et la saga Harry Potter ensuite. Oui. Et par la suite, mes inspirations, celles qui peuvent avoir quand même un impact sur ce que j'écris maintenant, c'est plus tout ce qui est un petit peu Dark Academia, donc plutôt The Secret History de Donna Tartt, If We Were Villains, tu sais, de ML Rio, et aussi une autrice là, qui est de plus en plus connue, qui a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire, je crois, 2023, si je ne me trompe pas. C'est Chris Vuklicevic qui a écrit Du thé pour les fantômes et Porcelaine sous les ruines. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, j'ai Du thé pour les fantômes en numérique dans ma liseuse et dans ma palle mystère, j'ai le Porcelaine sous les ruines, qui m'attend sagement dans ma petite palle mystérieuse, voilà. Oui, j'en ai entendu parler, j'ai pas encore eu l'occasion de la lire. J'ai hâte, mais bon, jusqu'à la fin de l'année, c'est pas moi qui choisis mes lectures, donc du coup, je suis assujettie à la pioche et au hasard. Donc, mais d'ailleurs, je trouve le concept hyper sympa. C'est cool parce qu'au moins, tu peux même pas, tu sais pas monotone en fait. Tu t'es surprise toi-même, c'est cool. Tout à fait. J'avais vu ça sur une anglaise ou une américaine, je ne sais plus, qui faisait ça sur son Instagram. Tous ses livres étaient recouverts avec du papier craft et elle piochait ses lectures au fur et à mesure. Et j'avais trouvé le concept intéressant et je voulais le faire aussi parce que, comme tout le monde,
on a des reliques dans nos pales et on a les tout nouveaux qui arrivent et en fait, on laisse les reliques et on lit les nouveaux. Et du coup, je cumulais des reliques et je me suis dit, non, il faut donner sa chance à tous les livres. Donc, le hasard a été ce que je trouvais être le plus judicieux pour pouvoir finir mes livres bien comme il faut, sans les choisir vraiment, en fait. Ah ouais, écoute, sans médiatiser ça, je pense que, sans en parler forcément en public, je pense que je ferai ça aussi parce que j'ai un gros blocage de lecture depuis que mon premier roman est sorti. Ça me peine beaucoup. Mince. Mais je pense qu'il faut que je fasse comme toi parce qu'il y a des livres que j'ai depuis 3-4 ans des fois dans ma palle. Donc ça peut aider, franchement, très bonne idée. En tout cas, moi je sais que ça m'a aidé à vider mes reliques parce que le hasard les a choisis. Donc du coup, c'est tous les 9 maintenant que j'ai pas vus. Ils vont finir par être des reliques à leur tour. Mais bon, bref. Et donc, du coup, tu disais que après l'écriture de ton roman, tu as fait un blocage. Mais peux-tu nous expliquer, du coup, comment cette histoire t'est venue, comment tu t'es lancée dans son écriture, puis nous présenter aussi ton roman, et puis après, on parlera peut-être de ton blocage. Oui, tout à fait. Alors déjà, comment il m'est venu? Pour te répondre, c'est très très bizarre. Ça relève du mystique, je ne sais pas comment appeler ça. En fait, comme je te l'ai dit, depuis mes 6 ans, j'ai commencé à écrire et après, c'était une relation très 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 irrégulière par rapport à l'écriture. Je te mens pas, j'ai dû commencer une 30aine de manuscrits que j'ai toujours abandonné. J'ai toujours abandonné. Par contre, au premier tiers ou à la moitié pour certains. J'arrivais pas à terminer. C'était mon rêve ultime. C'était un jour poser le mot fin sur un manuscrit et même pas le publier, mais juste ça, c'était mon rêve. J'étais sur l'écriture d'un roman mythologique nordique, un peu tourné à burlesque, humoristique. D'accord. Et je bloquais. Je sentais, j'arrivais au premier tiers, ça bloquait. Mon papa est décédé, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans là, maintenant. Une semaine après, j'ai fait un rêve qui m'a montré tout l'univers des Udem dans ma tête, les personnages. C'était comme si j'étais moi-même dans le château, parce que Udem est un château. Le lendemain, j'ai commencé l'écriture et je me suis pas arrêtée pendant 8 mois et au bout de 8 mois, j'ai posé le point final. Ah, t'as donc, dû être... je peux même pas te... Oui. Oui, c'est ce que j'allais te demander. T'as dû être ravie comme pas permis. Ah oui, je sais pas d'où ça me vient, c'est pour ça que je peux pas vraiment répondre quand on me pose cette question. Ça m'est venu comme ça dans un rêve, mais les rêves viennent bien de quelque part, donc je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'étais incroyablement contente. Enfin, franchement, c'était un premier rêve réalisé et depuis, c'est une aventure magique. Et pour t'en dire plus sur les Udem, c'est un roman, donc c'est un one-shot. C'est un roman qui se passe dans un château gothique qui appartient au genre fantastique, mais qui a pas de baguette magique, il n'y a pas de boule de feu ou luminescente, il n'y a pas de dragon. Il y a quelques créatures surnaturelles. Et si tu veux, je ne spoil rien, bien sûr, mais dans ce château gothique, qui est situé en Dordogne, là où j'ai grandi, vivent une 50aine de femmes qui sont des créatures surnaturelles à l'image de Méduse de la mythologie grecque. D'accord. Et en fait, j'ai basé tout mon roman sur la notion de consentement et ne peuvent entrer dans ce château que les personnes qui sont invitées par les résidentes qui y vivent. Et le souci, c'est que dès le prologue, il y a un être humain, un jeune homme, qui arrive à rentrer dans le château alors que personne ne l'a invité. Mais vu qu'on connaît tous le mythe de Méduse et ce qu'elle fait aux hommes, voilà, ça commence comme ça et j'en dis pas plus. Gardons la surprise, effectivement. Bon, au moins, tu nous as présenté l'ambiance, le roman, les personnages. Du coup, pour en revenir à ton blocage, c'est parce que t'as trop donné et après, tu pouvais plus... Oui, je suppose qu'il y a un petit peu de ça. Si tu veux, j'ai écrit pendant 8 mois ce roman, je l'ai terminé. Pendant une semaine, j'ai soufflé, j'ai été voir un concert, un peu musique nordique, je me suis un peu amusée. Et après, pendant une semaine, j'ai écrit le préquel, l'héritage de Méduse. Il fallait que ça sorte. Si tu veux, c'était... Tu sais, quand tu cours un marathon, tu passes la ligne d'arrivée, tu fais quelques pas derrière. Si tu veux, les quelques pas derrière que j'ai fait, c'était ça. Il fallait que ça sorte, c'était l'héritage de Méduse. Et après ça... J'ai écrit un peu par-ci par-là. L'écriture, j'ai eu un gros blocage, mais j'ai quand même réussi à écrire par-ci par-là. Et là, ça a repris, je suis contente. Mais la lecture, j'ai pas réussi à reprendre. C'est très bizarre.
ça me peine, mais d'un côté, je me dis, je me mets pas de pression. Après tout, j'ai pas de pression à me mettre, ça reviendra. Il faut pas. Mais ça va faire entraîner encore plus ta panne de lecture si tu te mets une pression. Après, faut se donner du temps. Ça peut arriver qu'on n'ait plus envie quand on a trop donné. Peut-être aussi des fois notre esprit a envie de vivre autre chose et qu'il a besoin de faire une petite pause. Donc ça, je peux parfaitement le comprendre. Et du coup, tu nous disais à tes débuts, donc tu commençais des romans et tu les finissais pas. Mais comment tout ça t'est venu? Comment t'en es arrivé à écrire en fait ce roman? Alors, je sais que tu nous as expliqué un peu les circonstances, mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un jour? Tu t'es dit, il faut que j'écrive, faut que j'ai une histoire, faut que je la sorte. À écrire un jour, c'est que je suis quelqu'un de très réservé, qui me suis toujours sentie en décalage avec la société, que ce soit à l'école, même en famille, avec des amis, peu importe, je me sens toujours en décalage. Et c'est vrai que quand on me parle ou quand je sais pas, je ressens les émotions beaucoup plus fortement que la normale, je pense, mais j'arrive pas à les exprimer à l'oral, j'ai beaucoup de mal. Et l'écrit, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise en écriture. Et il y a une autre raison à ça, c'est que depuis toute petite, il y a des choses dans le monde que je trouve magnifiques autour de moi. En plus, j'ai une âme d'enfant, je m'émerveille facilement. Mais aussi, je suis très vite déçue et en colère dans notre monde actuel que je trouve très moche, très dur, très violent. Ouais. Et malheureusement, je me dis, tant pis, le monde idéal que j'aimerais n'existe pas, je vais en créer plusieurs où moi je me sens à l'aise. Ça ne veut pas dire que c'est... Esudem, c'est quand même très sombre, mais je crée des univers et des personnages avec lesquels je me sens émotionnellement en sécurité, vu que tout vient de moi. Je sais que j'aurai pas de surprise, même si on est toujours surpris dans l'écriture, mais voilà, c'est peut-être un décalage avec la société qui m'a fait me retourner vers l'écriture, comme zone de confort, comme activité de doudou, on va dire. D'accord. Et du coup, comment t'as vécu, après avoir mis le mot fin, comment t'as vécu toute cette expérience d'avoir enfin réussi à mettre le mot fin à ton livre et de te décider à le partager avec les autres? Alors, c'est très très particulier parce que en écrivant le mot fin, je savais plus ou moins qu'il serait déjà édité par une maison d'édition. J'ai un parcours très atypique de ce côté-là. J'ai pas eu le parcours classique de soumission, tu sais, une maison d'édition et d'attendre pendant des mois. Moi, j'ai comme été repérée, on va dire, sur Instagram par une jeune maison d'édition qui ouvrait sa collection fantastique. Et c'est une discussion avec l'éditrice un jour, mais pas du tout dans ce but-là, pas dans le but d'être édité, parce que j'avais déjà engagé une correctrice et une graphiste pour la couverture, pour les corrections en auto-édition. D'accord. Et je sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé, une discussion, et je savais qu'en gros, il serait potentiellement, même fortement édité derrière. Donc, j'avais pas le stress de l'édition, mais vu que j'avais la quasi-certitude qu'il serait édité, j'ai eu un sentiment d'un côté de soulagement et de fierté. Et la fierté, c'est quelque chose que je ressens trop peu dans ma vie. Je suis très peu fière de moi. Et j'avais un autre sentiment par-dessus qui est très bizarre. Tu vas peut-être rigoler. C'est l'impression de me mettre toute nue devant tout le monde. Je me suis dit, là, ça m'appartiendra plus. Dans quelques temps, il sera plus à moi. Il va prendre naissance dans l'esprit de plein d'autres gens. Et pour le coup, je serai comme toute nue. Donc du coup, je me suis sentie très vulnérable et en même temps fière de moi. C'est vrai que ça chamboule, mais c'est beau à vivre. J'imagine que quand tu as dû signer ton contrat, ça a dû être une expérience merveilleuse. Mais du coup, au départ, tu voulais te lancer dans l'auto-édition, c'est ça? Oui, exactement. Alors, je m'étais posé la question, je pense, comme tout écrivain qui débute en plus. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête, de commencer sans trop y réfléchir. Mais quand je voyais que ça matchait et que j'étais arrivée aux 3/4 du roman et que j'y arrivais, je me disais, si ça se trouve, je vais réussir à poser le mot fin, se poser la question de l'édition. Et j'avais peur, j'avais des gros préjugés sur les maisons d'édition. Je parlais à des auteurs qui avaient eu beaucoup de désillusions, malheureusement, ou de déconvenues avec des maisons d'édition. Et j'en avais un portrait négatif, on va dire. Et c'est bête de rester sur ça. Et je m'étais dit, écoute, ça va être dur, mais je vais me lancer dans l'auto-édition. J'ai de la chance de faire un métier à côté, donc de pouvoir me payer une correctrice, etc., de faire les choses bien. Par contre, moi, l'auto-édition, c'était du pro. Je me disais pas, je fais ça comme ça.
Donc, à la base, oui, je me lançais vraiment en auto-édition. Dans un vrai projet, pas juste partager ton histoire, mais vraiment rendre quelque chose de professionnel pour donner encore plus de qualité à ton roman et être sûr qu'il passerait dans les paniers de tout le monde pour qu'on puisse tous le découvrir. Et du coup, tu disais que au départ, tu avais du mal à finir tes histoires. Comment ça t'est venu de t'installer à ton ordinateur, d'écrire, de prendre l'habitude ou pas? Comment tu t'es organisée pour ce roman-là de Ezudem pour pouvoir arriver jusqu'à mettre le mot fin? Là, j'ai senti quelque chose de très bizarre depuis ce rêve que j'avais fait et dès le lendemain où je me suis mise à écrire, c'est que je me suis dit là, faut que ça sorte de moi et faut que j'aille au bout. Faut que j'aille au bout. Et les messages que j'avais à faire passer dedans, je t'avoue que c'était très thérapeutique, très cathartique, donc c'était individuel, enfin, c'était vraiment personnel à la base. Mais je me suis dit, je veux aller au bout et je veux que ça puisse, au moins une personne me dise un jour, me lise et me dise, ton roman m'a aidé. Merci. C'était un de mes rêves, juste qu'on me dise ça, ton roman m'a marqué, m'a aidé et merci beaucoup. Et ça m'est arrivé d'ailleurs, donc j'en ai pleuré. Enfin, bref, voilà. J'imagine. Mais je pense que en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai vu ça. Là, je me suis pas laissé le choix. Et tu vois, jusqu'à Ezudem, je me laissais un peu porter. C'était, j'allais écrire. Tu vois, une session d'écriture, c'était selon la motivation, l'inspiration. Et en fait, je me suis dit non, maintenant c'est comme un boulot en fait. Alors, faut pas se dégoûter, mais il faut se forcer. C'est de la régularité, c'est du travail. Oui. Donc, je me forçais. Il y a plein de fois où je me suis forcée, mais je me disais, tu vas être tellement fier de toi à la fin, donc vas-y, force-toi. Et par contre, une fois lancé, on est heureux. Mais là, je l'ai vu vraiment comme un boulot, quoi. Comme une mission, je sais pas comment te dire. Mais Si, j'imagine. Moi, j'imagine. Voilà. Et du coup, tu t'es installé des petits rituels pour pouvoir t'immerger dans ton histoire et pouvoir te lancer dans ta séance d'écriture, ou ça te venait comme ça? Alors oui. Alors ça me vient tout le temps, en voiture, sous la douche, etc. Mais là, on ne peut pas écrire. Par contre, mes séances, j'aime bien me créer un petit rituel, en effet. C'est plutôt du pratico-pratique, c'est-à-dire que je suis facilement distrayable, je ne sais pas si on dit comme ça, distraite. Et du coup, je me forçais à poser mon téléphone dans une autre salle très loin, par exemple dans les toilettes ou dans la cuisine, pour être sûre de ne pas être tentée. Je me préparais toujours une boisson froide ou chaude, mais même deux des fois, pour être sûre de ne pas avoir à me lever, pour pas que je trouve des distractions, etc. Et je suis très 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 bougie, j'aime beaucoup tout ce qui est justement l'ambiance bibliothèque, Dark Academia, etc. Et du coup, j'allume toujours une petite bougie quand j'écris, c'est les rituels. Et des fois, souvent, même quand je bug sur une phrase, sur des tournures, je fixe la bougie. On dirait une débile, hein, je sais d'extérieur, mais ça m'inspire. Il faut trouver son inspiration. Hein. Après, si on a des petits rituels qui nous rassurent et qui nous permettent de rentrer à nouveau dans notre histoire et de l'écrire. Exactement. Toute inspiration est bonne à prendre. Et d'ailleurs, tu vois, Oui. Pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute, pardon. D'ailleurs, tu vois, tu me parlais des petits rituels, etc. Il y a quelque chose, ça, j'y déroge jamais, peu importe le temps que je me donne pour écrire ou quoi, c'est que je ne peux pas commencer une séance d'écriture sans relire au moins les 2 dernières pages pour me remettre dans l'ambiance et dans l'émotion de la scène et même pour éviter les répétitions, pour en faire le moins possible. Ça, c'est vraiment, j'y déroge pas. Ça, c'est même un automatisme plus qu'un rituel. Je peux pas poser un mot sans relire les 2 ou 3 dernières pages. Oui, je suis comme toi, c'est pareil, il faut que je me remette dans le bain. Moi, c'est carrément le chapitre en entier. Je me remets dans le bain, je revois mon personnage, je revois la situation et après je me relance dans ma séance. Ah ben voilà, on se comprend. Oui, je comprends tout à fait. Et du coup, tu as sorti un préquel aussi. Ça t'est venu comment ? C'était déjà prévu dans ta tête d'écrire un préquel ou il t'est venu après ? Alors, pas du tout. J'avais jamais pensé à faire d'autres écrits dans l'univers d'Ezudem. Pour moi, je m'étais dit, ça suffira à lui-même, c'est un one-shot et hop, on passe à autre chose. Et ben en fait, pas du tout. Comme je t'ai dit, l'image du marathon, j'ai terminé Ezudem, c'était la ligne d'arrivée. Mais les quelques pas en plus, c'était l'héritage de Méduse et où je me devais de remonter. Donc le préquel, si tu veux, se passe des années avant Ezudem. On remonte carrément dans l'Antiquité grecque, dans la tête de Méduse. D'accord. Et j'ai eu besoin d'écrire dans sa tête, de revenir te mettre à sa place.
Exactement. Et d'expliquer l'origine de l'univers des Uden, qui se base quand même sur Méduse. Mhm. Et la fin du préquel, s'ouvre dans le château des Uden et on retrouve 3-4 personnages qu'il y a dans les Uden. D'accord. Ok, Voilà. je note dans le sens dans lequel je devrais lire tes romans. C'est pour pas me faire spoiler. Ça marche. Et là, tu as prévu d'autres projets ou pour l'instant tu fais une pause parce que autant tu as un petit blocage de lecture, mais est-ce que tu as eu aussi un blocage d'écriture du coup après avoir terminé tout ça ? Oui, j'ai eu un blocage d'écriture qui a duré quand même pendant toute la phase de travail éditorial et je dirais les 3 premières semaines de sortie des Uden, parce que c'est mon tout premier bébé, c'est la première fois que ça m'arrive. Émotionnellement, je suis quelqu'un de tellement investi, mais des fois c'est même pas voulu, comme je t'ai dit, je ressens les choses très fort. Et du coup, je sais pas, mon cœur était peut-être trop pris par cette sortie. Donc je m'inquiétais de plus jamais pouvoir écrire, j'en pleurais beaucoup d'ailleurs. Mais en fait, c'est revenu et je suis une fille de l'automne. Moi, l'automne, même l'hiver, je sais pas, chez moi, ça débloque des trucs. Là, je suis sur 4 projets en même temps pour te dire. Et j'écris, j'écris tous les jours. Non, là, je suis à fond niveau écriture, par contre. D'accord. 4 projets, c'est beau ça. Toujours dans le même milieu, le même domaine, ou tu as décidé de dévier un petit peu et de partir sur d'autres idées ? Alors, il y en a dans le même univers, notamment une autre novella. Qui se passera entre l'héritage de Méduse et Uden, qui s'appelle La résilience des nuisibles. Et en fait, cette novella-là, alors, t'as pas lu Uden, donc je peux pas trop t'en dire, mais avant Uden, les habitantes, donc les Méduses, on les appelle comme ça, cette espèce dans mon roman, étaient considérées comme nuisibles par la société magique, et donc c'était autorisé de les traquer, de les chasser et de les exécuter. Et la novella se passe à cette période-là. D'accord, ok. Après, il y a Enogrog, qui est en projet aussi, qui est un roman qui se passe 10 ans avant les Uden, dans le même univers, mais on ne retrouve pas de personnage des Uden, mais par contre, c'est le même univers qui traitera juste d'autres thèmes, mais c'est le même univers aussi. D'accord. Je vais reprendre le projet que j'étais en train d'écrire quand l'idée des Uden m'a popé, c'est la mythologie nordique un peu humoristique. Et sinon, là, je suis actuellement sur un manuscrit de Dark Academia, plutôt young adulte, je m'essaie à ce genre-là, qui sera très prochainement soumis à 2 maisons d'édition qui sont habituées à publier dans ce genre-là. Et donc là, mon éditrice le sait, elle m'y encourage. Et puis, elle m'a déjà dit que si jamais je me prenais des refus, elle était totalement OK et partante pour me le publier parce que l'idée lui plaît. Mais voilà, je vais donc connaître le vrai cheminement des auteurs qui soumettent en maison avec tout le stress qui va autour. J'ai envie de me frotter à ça. Eh ben écoute, je croise les doigts pour toi, pour que tu puisses réaliser tous tes projets. Et du coup, là, juste en restant sur Eden, est-ce que tu as prévu des dédicaces, des salons du livre où on pourrait te retrouver et acheter ou découvrir ton univers ? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai déjà vécu quelques-uns. D'accord. Et là, le prochain, donc c'est une dédicace le samedi 7 décembre, c'est au Cultura de Marsac-sur-l'Île, c'est en Dordogne. D'accord. Et après ça, je refais une toute petite dédicace au Cultura de Bègles, c'est à côté de Bordeaux, c'est le plus gros de France. Et j'ai fait une première dédicace là-bas et ça a été incroyable parce que il y a eu une foule, une queue, alors je n'y attendais pas du tout. C'était très particulier à vivre, mais c'était incroyable. J'imagine. Alors, c'était fou. Et par contre, j'ai un énorme salon en février de l'année prochaine. Je crois que c'est le 8 et 9 février, si je ne me trompe pas. C'est Yggdrasil à Lyon. Tu connais ? J'en ai entendu parler et je me tâte à y aller. Trop bien, là. Il faut que tu me dises si tu y vas. Je suis en train d'y réfléchir, mais comme là, je vais déjà au Salon du Livre de Montreuil ce week-end, là, le week-end du 30 novembre, faut que je vois, parce qu'il faut que j'ai un budget, parce qu'un salon, il faut un budget pour y aller. Je te comprends. Voilà. Écoute, donc j'ai hâte de le vivre parce qu'il paraît que c'est un énorme... Alors moi qui suis... En plus, on va loger entre plusieurs auteurs de la maison d'édition, etc. Je sais que émotionnellement, ça va être très énergivore pour moi, très fort. Mais je sais que je vais adorer. Sur le coup, je vais être épuisée moralement, mais je sais que je vais passer des moments incroyables. Et comment s'est passée ta première dédicace ? La première fois que tu as signé de ton nom sur ton livre une dédicace à un de tes lecteurs ? Ça m'a fait
terriblement bizarre, terriblement, mais dans le bon sens, mais en même temps, j'ai tellement un syndrome de l'imposteur que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est même pas moi qui ai écrit ce livre. Enfin, mon cerveau, des fois, Oui, j'imagine très bien. Donc, c'était un tout petit salon assez rural, enfin tout petit. On était, une 70-80 hauteurs à peu Oh, près. quand même, c'est pas mal. Ouais, qui s'appelait Lire dans le vignoble, donc c'était dans le Bordelais. Super organisation, adorable bénévole. Et j'ai découvert ce que ça faisait, d'être moi derrière l'autre côté de la table avec des auteurs à côté, bien plus expérimentés en plus. Donc moi, qui me sentais comme une petite fille. Et finalement, en une journée, j'ai fait beaucoup de ventes, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai vu que mon univers attirait. Et alors, mon copain et ma meilleure amie m'engueulent quand je dis ça. Je me tâtais, pour te dire à quel point je doute de moi, à engager quelqu'un pour vendre mes livres en salon et même faire des dédicaces à ma place, parce que j'avais très peur de desservir mes livres, vraiment, que ce soit parce que je rougis facilement, je bégaye facilement, quand les gens sont en face de moi. Là, je suis plus à l'aise parce que tu vois, on n'est pas l'une face à l'autre, mais je suis très très timide à la base. J'imagine. Et j'avais peur de desservir, tu vois, mes livres, de vraiment pas leur rendre hommage. Et même, on va aller plus loin, c'est que je suis quelqu'un de grosse. C'est pas un gros mot, il faut le dire. Hein. Alors, il y en a qui disent ronde, pulpeuse ou autre. Moi, je suis grosse. Et c'est pas une insulte, encore une fois, c'est une réalité. Et j'avais peur aussi que qu'il y ait des personnes, grossophobes ou autres, qui n'aillent jamais vers une autrice ronde pour ces livres. Et j'avais peur du coup de desservir mes livres à cause de ça. Et je vois que absolument pas, j'ai que des bons retours. Les gens me disent que je suis soit touchante, soit intimidante, même pour certains. Alors là, je comprends pas, mais il y en a qui me disent ça, donc je suis très touchée en fait. Je vois que ça va au-delà du physique, ça va au-delà de quelqu'un qui bégaye un peu, qui est un peu timide, donc je suis très contente. Non, moi, je sais que je n'ai pas vécu cette expérience, mais je peux imaginer très bien le stress. Mais il faut pas stresser, en fait. Je pense, parce qu'en fait, ça doit être un moment tellement fort d'avoir quelqu'un en face de soi qui est prêt à lire un autre livre ou qui l'a déjà lu et qui, du coup, nous fait un retour très positif et qui n'a qu'une envie, de savoir ta patte, ta signature sur le livre pour pouvoir se dire, j'ai rencontré l'autrice. Exactement, c'est vrai. Et après, moi, je me rends compte, en tant que lectrice, j'en ai rien à faire du physique des auteurs. C'est pas ça qui m'intéresse. Et en fait, la plupart des lecteurs, quand même, sont quand même très bienveillants. Ce sont des gens qui aiment s'évader, qui n'aiment pas le monde dans lequel on vit pour plein d'aspects. Donc, c'est vrai que je stressais pour rien. Et pour te dire, j'ai réalisé un de mes rêves quand, tu sais, je rêvais que quelqu'un me dise un jour merci pour ce roman. C'était ma deuxième dédicace au Cultura de Bègle. Donc là, c'était une autre expérience, c'était en solo. D'accord. Et là, pour le coup, j'ai une jeune femme qui est venue me voir, qui avait déjà lu Esudem, qui est venue de Clermont-Ferrand, donc qui a fait quand même beaucoup de routes. Spécialement pour toi, ouais. Exactement. Donc, alors, rien que ça, déjà, c'est bon, j'avais le cœur qui était en train d'exploser. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu avouer à sa sœur qu'elle avait vécu quelque chose de similaire que je décris dans Esudem. Et qu'elle avait jamais réussi à lui en parler, alors que les deux sont mamans, matures, etc. L'événement s'était passé il y a 16 ans. Et elle m'a dit que dès que j'en parle à ma sœur, elle est réfractaire. Elle est très très froide sur le sujet, elle est fermée à la discussion. Et donc en fait, elle lui a offert mon livre, la sœur l'a lu, et c'est la sœur elle-même qui a dit écoute, on laisse nos maris, on laisse nos enfants, on va au restaurant et on parle de ce livre. Et elle m'a dit on s'est livré, on s'est pleuré dans les bras autour de votre livre, dans un restaurant, et j'ai pu enfin avouer à ma sœur ce que j'avais vécu d'horrible, alors qu'elle était dans la même maison à ce moment-là, c'était pendant une fête. Et elle a dit voilà, vous avez, je sais pas, participé à un énorme changement dans notre relation de sœur à sœur. Et rien que ça, je me suis levée de la table, alors je suis pas du tout tactile, et on s'est pleuré dans les bras devant tout le Cultura, mais voilà, c'est incroyable. Ça t'a touché. Ça, je sais que... Ah oui. Ouais, j'imagine très bien, ouais. Quand nos livres parlent, c'est impressionnant. J'imagine très bien. Ouais. Qu'on me dise que ça a libéré la parole, et en plus auprès de sa sœur, c'est incroyable. J'imagine très bien. Et si tu devais justement te mettre à la place de la lectrice, quel livre tu pourrais nous conseiller? Un livre qui t'a touché, qui t'a tellement plu que tu as envie de le partager? Alors, bon, je vais pas être originale, la saga Harry Potter, déjà, qui m'a énormément touchée, pour plein de raisons que tout le monde connaît, je pense que je suis pas la seule. Alors attends, je réfléchis, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme question. Là, il y a un livre, un des derniers que j'ai découvert, bizarrement, qui m'a énormément touchée, alors qu'en soi, il n'y a quasiment aucune action de tout le livre.
mais c'est Le cœur singulier de Millie Davis, de S.A. Yarmand, je crois que c'est ça le nom, c'est aux éditions Hurlevent. D'accord. Et je me suis jamais autant identifiée à un personnage c'est une jeune femme qui souffre d'un trouble de l'anxiété, qui est très très angoissée, qui a du mal socialement, alors qu'elle est jeune autrice, qui a eu un carton, elle a fait un best-seller même mondial, c'est une romance historique qu'elle a écrite. Mais des petits, ça existe dans la vie, hein, des gens très très pointilleux, etc. lui ont dit qu'il y avait beaucoup d'anachronismes dans son roman, qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et elle décide de s'inscrire à la fac d'histoire pour écrire le tome 2 et être dans les clous cette fois. Donc je me suis lancée sans trop savoir où j'allais dans cette lecture qui est très cosy, très... il se passe rien en soi, et pourtant on ressent énormément de choses. Il y a des liens amicaux, familiaux, amoureux qui se tissent. Tout ça autour de l'angoisse sociale, de l'anxiété sociale. Et ça m'a énormément marqué. J'ai adoré ce roman. D'accord. Donc on va le noter, comme ça on le découvrira nous aussi. Et si tu avais un conseil d'écriture à nous donner ? Alors, je dirais, c'est très bateau, je dirais que croire en soi et croire en ce qu'on écrit. Mais j'ai une petite nuance à apporter à ça, c'est que moi-même, pendant toutes les fois où j'ai tenté d'écrire des manuscrits, j'ai écouté plein de podcasts, plein de vidéos de youtubeurs par rapport à ça, qui interviewaient des auteurs, justement, et qui donnaient ce conseil en disant oui, il faut croire en soi, il ne faut pas lâcher. Et je levais moi-même les yeux au ciel. Mais maintenant que je l'ai fait, vraiment, je peux comprendre ce conseil de croire en soi. Il ne faut pas lâcher, il faut vraiment réussir à déclencher un déclic, je ne sais pas, mais pour se dire il faut que ça sorte, il faut que cette histoire elle sorte. Je vais au moins trouver un lecteur pour qui ça va changer sa vie de lecteur, pour qui ça va susciter des émotions qui vont le marquer à vie. Et un autre petit conseil, enfin petit mais qui est important, c'est que l'écriture, oui, c'est un plaisir. Mais pour moi, ça ne marche pas si on attend d'être motivé pour écrire, si on attend d'avoir l'inspiration. Il faut provoquer tout ça. Et c'est beaucoup de travail. Il faut quand même... Sauf si on a 20 ans devant soi pour écrire un roman, pour se laisser un peu porter, etc. Mais sinon, pour moi, faut travailler, quoi. Tant pis, on loupe des soirées des fois. Voilà, c'est ça. On loupe des soirées entre amis, des fois on loupe des moments avec notre compagnon, des fois on loupe telle série, des fois on loupe un resto. Bon, il faut profiter de la vie aussi, mais il faut aussi prioriser ce qu'on veut et il faut travailler. Prendre rendez-vous avec soi-même pour pouvoir faire sa séance d'écriture aussi. C'est ça, exactement. D'accord. Si on veut te trouver sur Instagram, Facebook ou un site internet, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, je suis très très active sur Instagram. C'est Ingrid Rowen, tout attaché. D'accord. Je le suis un petit peu moins, mais j'y suis quand même sur Facebook, Ingrid Rowen. Et j'ai pas pour le moment de site internet. Je me tâte à en faire réaliser un jour, mais pour le moment, c'est pas prévu. D'accord. Bon, après, ça viendra avec son temps, mais on note qu'on peut te retrouver sur la page Instagram Ingrid Rowen. Je mettrai tout dans la barre d'infos, donc pas d'inquiétude, vous retrouverez toutes les informations. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avec nous ? Eh bien, écoute, moi j'étais ravie d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir de parler d'écriture, de lecture. Et ça me fait juste bizarre d'être de l'autre côté. C'est pour ça que je veux vraiment dire aux gens qui sont encore en train d'écrire un roman et qui n'ont pas encore réussi à le faire éditer ou même à le terminer, de ne pas lâcher et que un jour ce sera vous qui serez invité chez Jessie et qui est en train de répondre à ces questions. Voilà. Je le souhaite à tous, à moi également d'ailleurs. Je m'interviewerai toute seule. Eh bien oui, mais ça pourrait être un super exercice en vrai. Oui, je crois qu'il y a Ingrid Lemaire dans son podcast Le Café des auteurs, je crois que ça s'appelle, qui avait demandé à une de ses amies de l'interviewer pour son propre podcast à la sortie de son livre de science-fiction cette année. Et j'avais trouvé effectivement l'exercice original. Ah je trouve ça super. Écoute, on vient de se rencontrer, mais si un jour tu cherches quelqu'un, moi je veux bien me prêter au jeu. Ça marche. Je note. Pas de souci. Écoute, avec merci plaisir. beaucoup d'être venu. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'ai hâte de lire ton livre. Il est prévu dans ma wish buy list du mois de décembre, puisque en octobre j'ai acheté le livre de Shirley, et donc là au mois de décembre. Oui, en octobre, c'était le 31 octobre sa sortie. Là, c'est prévu, là, je vais me procurer le tien parce que tout ce que tu m'as raconté et tout ce que j'ai pu voir comme commentaires
et chronique sur ton livre m'a donné vraiment envie. Et puis Shirley l'a très bien vendu pendant l'interview, donc j'ai bien envie de le découvrir. Merci beaucoup, merci vraiment, et puis hâte d'avoir ton avis. Pas de souci. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Ingrid d'avoir été mon invitée. Hâte, comme je le disais, de pouvoir glisser ton dernier roman dans ma palle. Peut-être pas la palle mystère, j'espère que cette fois je pourrai choisir le livre. Mais dans tous les cas, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Ingrid sur sa page Instagram, Ingrid Rowen. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.